Va vivre avec les cochons à la ferme. Ces mots cruels résonnent encore dans mon esprit, comme un écho interminable. Les paroles les plus douloureuses sont toujours celles prononcées par ceux qu'on aime le plus. Je m'appelle Marguerite Laurent. J'ai 65 ans. Et la personne qui m'a blessée aussi profondément n'est autre que mon fils unique, Pascal. Il y a des moments dans la vie où tout bascule, où le sol se dérobe sous nos pieds. Pour moi, ce moment est arrivé au lendemain du mariage de mon fils, dans la cuisine de la maison familiale, où je l'avais élevé seul après la mort de son père. Cette maison à Saint-Étienne-du-Mont, avec son petit jardin où Henri avait planté un cerisier, ses murs imprégnés de souvenirs, ses escaliers qui gardaient encore les marques des premiers pas de Pascal. Cette maison qui était mon refuge, mon histoire, mon identité. Pendant 35 ans, j'ai travaillé comme infirmière à l'hôpital Saint-Antoine. Mes mains, maintenant ridées et marquées par l'âge, ont apaisé d'innombrables souffrances. J'ai travaillé des doubles services pour payer les études de Pascal, pour qu'il puisse devenir ingénieur, pour qu'il ait la vie que son père aurait voulu pour lui. Chaque sacrifice semblait léger face à la fierté que je ressentais en le voyant grandir, réussir, devenir un homme. Quand Henri est mort d'une crise cardiaque, Pascal avait 21 ans. Il étudiait encore à l'université. J'ai dû être forte pour deux, continuer à avancer malgré la douleur. Nous y arriverons ensemble, lui disais-je les soirs, où le chagrin nous submergeait tous les deux. Et nous y sommes arrivés. Il a obtenu son diplôme d'ingénieur avec mention. J'étais assise au dernier rang lors de la cérémonie, dans ma robe bleu marine, achetée spécialement pour l'occasion, applaudissant jusqu'à en avoir mal aux mains, les joues inondées de larmes de fierté. Les premières années de sa carrière, Pascal restait proche. Il venait déjeuner chaque dimanche, m'apportait de petits cadeaux avec ses premiers salaires, un foulard, des chocolats, un livre, puis il a commencé à travailler pour une grande entreprise de construction à Paris. Ses visites sont devenues plus rares, ses appels plus courts. Il parlait différemment, utilisait des mots que je ne comprenais pas toujours, mentionnait des restaurants et des lieux dont les noms me semblaient étrangers. Et puis, il a rencontré Amélie Bernier, belle, sophistiquée, issue d'une famille bourgeoise du 16e arrondissement. La première fois qu'il l'a amenée à la maison, j'ai préparé mon fameux pot-au-feu, celui que Pascal adorait enfant. Amélie en a à peine goûté, repoussant discrètement son assiette après quelques bouchées. J'ai surpris son regard évaluant ma salle à manger, mes meubles anciens mais modestes, les photos de famille sur les murs. Un regard qui semblait tout jauger, tout cataloguer. « Votre maison a du potentiel », a-t-elle dit poliment, mais son ton suggérait que ce potentiel restait inexploité entre mes mains. On pourrait abattre ce mur pour créer un espace plus ouvert. Je n'ai rien répondu. Après tout, elle essayait peut-être simplement de faire la conversation. Mais au fil des mois, j'ai remarqué comment Pascal se transformait en sa présence. Il semblait presque mal à l'aise dans cette maison où il avait grandi, comme si elle était soudain trop petite, trop simple, trop provinciale pour l'homme qu'il devenait. C'est à cette époque que j'ai commencé à me préparer, guidée par une intuition que je ne voulais pas nommer. J'ai contacté un notaire pour vérifier que tous mes papiers étaient en ordre. J'ai rencontré mon amie Monique Rousseau, avec qui j'avais travaillé à l'hôpital, pour lui demander conseil. Il est différent, lui ai-je confié, comme s'il avait honte de moi, de notre maison, de notre vie. Monique a pris mes mains dans les siennes. « Marguerite, tu dois penser à toi maintenant. Pascal est un adulte, il fait ses choix. » C'est elle qui m'a parlé de Georges Pelletier et de sa petite propriété dans le Val-de-Loire. Un terrain avec une modeste maison et quelques hectares de terre, dont un ancien vignoble laissé à l'abandon. Georges voulait vendre rapidement, à un prix bien en dessous du marché. « Juste au cas où, » m'a dit Monique, « un plan B. Tout le monde devrait en avoir un. » J'ai utilisé l'argent de l'assurance vie d'Henri, que j'avais précieusement gardé toutes ces années. Je n'en ai pas parlé à Pascal. Pourquoi l'aurais-je fait? Cette acquisition semblait alors n'être qu'une précaution excessive, la fantaisie d'une femme vieillissante qui cherchait à retrouver un peu d'indépendance. Les fiançailles de Pascal et Amélie ont été annoncées lors d'une réception chez les parents de celle-ci. Une grande maison dans le 16e arrondissement, avec un jardin impeccable et des œuvres d'art aux murs. J'y étais comme une étrangère, seule au milieu d'inconnus qui parlaient de voyages exotiques
et d'investissements immobiliers. Pascal est venu me voir brièvement, m'a présenté à quelques personnes qui ont vite détourné la conversation. J'ai entendu quelqu'un me désigner comme la mère de Pascal, infirmière à la retraite, sur un ton qui suggérait une curiosité zoologique. Le mariage a été grandiose, dans un château près de Paris. J'ai été placée à une table éloignée, avec des cousins éloignés d'Amélie et quelques amis d'enfance qu'ils se sentaient obligés d'inviter, mais préféraient tenir à distance. J'ai dansé une fois avec Pascal, brièvement. Il semblait pressé de retourner auprès de sa nouvelle épouse, de ses nouveaux amis, de sa nouvelle vie. C'est le lendemain qu'ils sont venus chez moi, encore en habit de voyage, revenant d'une courte escapade à Deauville, avant leur vrai voyage de noces, prévu au Japon la semaine suivante. Pascal avait ce regard déterminé que je connaissais depuis son enfance. Amélie, elle, semblait un peu nerveuse, mais résolue. « Maman, nous devons parler de ton avenir », a commencé Pascal, assis dans mon salon, refusant le café et les petits gâteaux que j'avais préparés. « Mon avenir ?» ai-je répété, sentant déjà un nœud se former dans ma gorge. « Oui, cette maison est beaucoup trop grande pour toi seul. L'entretien est coûteux, le quartier change. Ce n'est plus adapté. » Amélie a pris le relais, sa voix douce mais ferme. Nous avons visité une résidence pour personnes âgées à Neuilly. C'est très beau, très moderne, avec des activités culturelles, un service médical permanent. Une maison de retraite ? Ai-je demandé incrédule. Je n'ai que 65 ans. Je suis en parfaite santé. Pas une maison de retraite, a corrigé Pascal, agacé. Une résidence-service, c'est complètement différent. Tu aurais ton propre appartement, mais avec de l'aide à portée de main si nécessaire. Je les ai regardés tour à tour, comprenant soudain ce qu'ils ne disaient pas explicitement. Et qu'adviendrait-il de cette maison ? Pascal et Amélie ont échangé un regard. « Eh bien, » a dit Amélie, « avec le produit de la vente, nous pourrions financer ta place en résidence pour de nombreuses années et nous pourrions utiliser le reste comme apport pour notre appartement dans le 16e. » La clarté de la situation m'a frappé comme un coup physique. Ce n'était pas de mon bien-être dont il se souciait, mais de ma maison, de sa valeur, de ce qu'il pourrait en tirer. Cette maison n'est pas à vendre, ai-je dit calmement, mais fermement. C'est mon foyer. Henri et moi avons travaillé toute notre vie pour la payer. Mais maman, sois raisonnable, a insisté Pascal. Tu ne peux pas rester ici indéfiniment. Les escaliers deviennent dangereux à ton âge. Le jardin demande trop d'entretien. J'engage un jardinier une fois par mois. Je monte et descends ces escaliers plusieurs fois par jour sans problème. Je suis encore parfaitement capable de m'occuper de ma maison. La frustration de Pascal est devenue palpable. Il s'est levé, a commencé à faire les 100 pas dans le salon. Tu ne comprends pas. C'est une question de sécurité, de confort, de... De quoi, Pascal ? Dis-le clairement. Amélie est intervenue. Marguerite, nous voulons juste vous aider. Pensez à votre avenir. Mon avenir est ici, dans cette maison, jusqu'à ce que je ne puisse plus y vivre, ce qui n'est pas le cas actuellement. Tu es tellement têtu, s'est exclamé Pascal, perdant patience. Toujours à faire obstacle à mes projets. Tu ne penses qu'à toi, jamais à mon bonheur, à mon avenir. Ces mots m'ont blessé profondément. Ton bonheur, ton avenir. J'ai consacré ma vie entière à assurer ton bonheur et ton avenir, Pascal. Chaque heure supplémentaire à l'hôpital, chaque repas sauté, chaque vacances annulée, tout était pour toi. Et voilà, encore les sacrifices. Toujours à me faire culpabiliser. Ce n'est pas de la culpabilité, c'est la vérité. Une vérité que tu sembles avoir oubliée. C'est alors que son visage s'est transformé. Une rage que je n'avais jamais vue auparavant a déformé ses traits. Il a pointé son doigt vers moi, tremblant de colère. « Tu sais quoi ? J'en ai assez. Cette maison nous appartient autant qu'à toi. Papa aurait voulu que nous ayons un beau foyer, pas que tu t'accroches à ces vieux murs par pure obstination. Ton père, j'ai commencé, mais il m'a coupé. Mon père n'est plus là. Et toi, tu ferais mieux de partir aussi. Va-t'en maintenant. Va vivre avec les cochons à la ferme. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Amélie semblait mortifiée, mais pas par les paroles de Pascal, plutôt par la vulgarité de la scène, l'éclat qui menaçait sa vision d'une famille parfaitement polissée. Je suis restée assise, immobile, regardant ce homme devant moi, mon enfant, mon fils unique, qui venait de me rejeter avec une cruauté que je n'aurais jamais pu imaginer. Comment en étions-nous arrivés là ? À quel moment avais-je perdu mon fils ?
Était-ce progressif comme une maladie silencieuse? Ou y avait-il eu un moment précis où son cœur s'était fermé à moi? Je pense que vous devriez partir, ai-je finalement dit, d'une voix que je ne reconnaissais pas comme la mienne. Cette conversation ne nous mène nulle part. Pascal a attrapé sa veste, Amélie son sac à main. Ils se sont dirigés vers la porte. « Tu as 2 semaines pour réfléchir », a lancé Pascal avant de sortir. « Après, nous agirons avec ou sans ton accord. » La porte s'est refermée avec un bruit sourd. Je suis restée seule dans la maison soudain silencieuse, avec l'écho de ces mots terribles. Va vivre avec les cochons à la ferme. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne pouvait pas savoir dans son arrogance, c'est que sa mère, cette vieille entêtée, comme il m'appelait probablement en privé, avait déjà prévu ce moment. Ces paroles blessantes, va vivre avec les cochons à la ferme, résonnaient avec une ironie qu'il ne pouvait pas comprendre. Car pendant qu'il planifiait son mariage somptueux et son avenir brillant aux dépens de ma maison, j'avais silencieusement préparé ma propre libération. Et cette libération était déjà en marche, sur un terrain qu'il ne savait même pas que je possédais. Un terrain dans le Val-de-Loire qui allait devenir le théâtre de ma renaissance. Cette nuit-là, après leur départ, je n'ai pas pleuré comme on aurait pu s'y attendre. Une étrange sérénité m'a envahi, mêlée à une détermination que je croyais avoir oubliée. J'ai appelé Monique, lui ai tout raconté. « Viens chez moi », a-t-elle dit immédiatement. « Tu ne devrais pas être seule ce soir. Je vais bien », lui ai-je assuré. En fait, je crois que je vais enfin visiter cette propriété dans le Val-de-Loire, celle de Georges Pelletier. Maintenant? Ce soir? Non, demain. J'ai besoin d'un nouveau départ, Monique, et je crois que je sais exactement où le trouver. Je ne le savais pas encore, mais cette décision allait transformer ma vie d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Ces paroles cruelles, va vivre avec les cochons à la ferme, allaient devenir, contre toute attente, le catalyseur de ma plus grande réussite. Parfois, les blessures les plus profondes nous poussent vers les chemins les plus inattendus. Et vous, avez-vous déjà vécu un moment où une trahison s'est transformée en bénédiction déguisée? D'où venez-vous et quels sont les tournants qui ont marqué votre vie? Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une étrange sensation de légèreté, comme si les paroles cruelles de Pascal avaient brisé les dernières chaînes qui me retenaient à une illusion, celle d'une relation mère-fils respectueuse et aimante. Je me suis préparée méthodiquement, comme je le faisais avant mes journées de travail à l'hôpital. J'ai sorti ma valise du placard, y ai rangé quelques vêtements, des papiers importants et les rares bijoux qu'Henri m'avait offerts au fil des années. En regardant autour de moi, je réalisais que les signes avant-coureurs étaient là depuis longtemps. Si seulement j'avais voulu les voir. Tout avait commencé à changer quand Pascal avait été promu dans cette grande entreprise de construction. Ses premières visites après la promotion étaient encore chaleureuses, mais progressivement, son regard sur notre maison, sur ma vie, s'était transformé. Je me souviens précisément du dimanche où j'ai senti le premier changement notable. C'était environ 6 mois avant sa rencontre avec Amélie. Pascal était venu déjeuner comme d'habitude. J'avais préparé un bœuf bourguignon, son plat préféré depuis l'enfance. « Tu as changé la recette ?» avait-il demandé après la première bouchée. « Non, c'est exactement la même que d'habitude, celle que ta grand-mère m'a transmise. » Il avait hoché la tête, mais je l'avais vu repousser discrètement son assiette. « J'ai déjeuné hier dans un restaurant étoilé avec des clients. Leur bœuf bourguignon était différent, plus raffiné, je dirais. Ce n'était qu'un commentaire anodin, mais il avait planté une petite graine d'insécurité en moi. Mon fils, qui se régalait autrefois de ma cuisine, commençait à la trouver trop rustique, trop simple. Après le déjeuner, il avait fait le tour de la maison avec un regard nouveau, critique, s'arrêtant devant certains meubles comme s'il les découvrait. « Tu n'as jamais pensé à moderniser un peu, maman? Ces meubles sont vraiment démodés. Ce sont les meubles que ton père et moi avons choisis ensemble, » avais-je répondu, surprise par sa remarque. « Ils ont une valeur sentimentale. Le sentiment ne fait pas le confort ni l'esthétique, » avait-il répliqué avec un petit rire condescendant qui m'avait fait l'effet d'une gifle. Les visites suivantes avaient confirmé cette évolution. Pascal arrivait de plus en plus tard, repartait de plus en plus tôt, toujours avec une excuse. Un dossier urgent, un appel à passer, un dîner prévu avec des collègues. Et puis, il y avait eu Amélie. Leur première rencontre avait eu lieu lors d'une soirée de gala organisée par l'entreprise de Pascal. Elle était responsable des relations publiques pour une grande maison de luxe. Belle, sophistiquée, ambitieuse.
Dès la première fois où Pascal m'avait parlé d'elle, j'avais senti quelque chose changer dans sa voix. Une excitation, bien sûr, mais aussi une sorte de déférence, comme s'il parlait de quelqu'un qu'il admirait plus que tout. « C'est une Bernier, maman », avait-il précisé, comme si ce nom devait immédiatement m'impressionner. Son père possède la moitié des immeubles du 16e arrondissement. Quand il l'avait amenée à la maison pour la première fois, j'avais fait un effort particulier. J'avais acheté des fleurs fraîches, sorti ma plus belle nappe, préparée pendant des heures. Amélie était arrivée dans une voiture de luxe, vêtue d'une robe simple, mais que j'avais immédiatement reconnue comme coûteuse. Son sourire était poli, ses manières impeccables, mais ses yeux scrutaient chaque recoin de la maison avec une curiosité presque clinique. « C'est charmant », avait-elle dit en entrant. Ce mot, « charmant », prononcé d'une certaine façon, sonnait comme une condamnation polie. Pendant le repas, elle avait posé des questions sur mon passé, mon travail d'infirmière, notre vie dans cette maison. Ces questions semblaient sincères, mais je sentais quelque chose de calculateur derrière sa politesse, comme si elle évaluait non pas qui j'étais, mais ce que je représentais dans l'équation de sa vie future avec Pascal. Et cette maison, elle date de quelle époque exactement ? Avait-elle demandé en faisant courir un doigt sur le bord de la table en chêne. Nous l'avons achetée quand Pascal avait 5 ans, avais-je répondu. Elle était en piteux état à l'époque. Henri et moi avons tout refait petit à petit. Ah, c'est donc une rénovation amateur, avait-elle conclu avec un sourire qui se voulait bienveillant, mais qui m'avait fait l'effet d'un coup de poignard. Pascal n'avait rien dit, se contentant de lui sourire comme si elle venait de faire une remarque particulièrement pertinente. Après leur départ, j'étais restée longtemps assise à la table débarrassée, réfléchissant à ce qui venait de se passer. Pour la première fois, j'avais senti que mon fils avait honte, non pas d'une action particulière, mais de moi, de notre maison, de notre vie, de tout ce qui avait constitué son identité jusqu'alors. C'est cette nuit-là que j'avais appelé Monique. Je ne la sens pas, cette fille, lui avais-je confié. Elle regarde notre maison comme si c'était un musée des horreurs. Les goûts changent, avait suggéré Monique, toujours diplomate. Peut-être qu'elle préfère juste un style plus moderne. Ce n'est pas une question de goût, Monique. C'est une question de valeur. Elle évalue tout, pas seulement les objets, mais les personnes aussi. Au fil des mois, mes appréhensions s'étaient donc confirmées. Pascal venait de moins en moins souvent à la maison. Quand il m'appelait, c'était toujours à la hâte, entre 2 rendez-vous. Nos conversations, autrefois si profondes, étaient devenues superficielles, presque protocolaires. Et puis, environ 3 mois après sa rencontre avec Amélie, il m'avait appelé un soir tard. « Maman, j'ai besoin des papiers de la maison. » « Quels papiers ? L'acte de propriété, les relevés d'hypothèque, ce genre de choses. Pourquoi ? Il avait hésité. « C'est pour vérifier certains détails. Rien d'important. » Je n'étais pas dupe. « Pascal, que se passe-t-il vraiment ? Écoute, j'essaie juste d'avoir une vision claire de la situation. » « Quelle situation ? » Un autre silence. « La situation patrimoniale, maman. À ton âge, il est normal de commencer à penser à ces choses-là. » À mon âge, j'avais 64 ans à l'époque, en parfaite santé, encore très active. Je ne suis pas mourante, Pascal. Bien sûr que non, mais il faut être prévoyant. C'est à ce moment-là que j'avais vraiment commencé à m'inquiéter. Non pas pour mon avenir, j'avais toujours été une femme prévoyante, mais pour ce que cette demande révélait sur les intentions de mon fils. Le lendemain, j'avais pris rendez-vous avec un notaire, Maître Lambert, un homme d'une 60aine d'années avec qui Henri avait autrefois traité. « Madame Laurent, m'avait-il dit après avoir écouté mes préoccupations, vous êtes la seule propriétaire de cette maison. Votre mari vous l'a léguée intégralement. Votre fils n'a aucun droit sur elle tant que vous êtes vivante, et même après, seulement dans les limites de ce que vous aurez décidé dans votre testament. Il ne peut pas me forcer à la vendre. Absolument pas. Tant que vous êtes saine d'esprit et capable de décider pour vous-même, personne ne peut vous forcer à vendre votre bien. » Ces assurances m'avaient mis rassuré momentanément, mais mon instinct me disait que les choses n'allaient pas s'arrêter là. J'avais raison. 2 semaines plus tard, Amélie avait téléphoné pour m'inviter à déjeuner dans un restaurant chic du centre de Paris. J'avais accepté, curieuse de voir ce qu'elle avait à me dire. Le restaurant était exactement comme je l'imaginais, élégant, discret, avec des serveurs en gants blancs et une carte sans prix pour les dames. Amélie était arrivée avec 10 minutes de retard
s'excusant vaguement pour un appel important qu'elle ne pouvait pas remettre. Elle avait commandé pour nous deux sans me consulter. « Vous allez adorer, Marguerite, c'est leur spécialité. » Et avait attendu que le premier plat soit servi pour aborder le sujet qui lui tenait à cœur. « Pascal et moi pensons sérieusement à notre avenir, avait-elle commencé. Nous aimerions nous installer dans un appartement dans le 16e. C'est un quartier très cher, avais-je remarqué. Oui, et c'est là que la question de l'optimisation patrimoniale se pose. Elle avait pris une bouchée délicate avant de poursuivre. Votre maison à Saint-Étienne-du-Mont représente un capital considérable, un capital qui dort, en quelque sorte. J'avais posé ma fourchette, comprenant soudain le but de ce déjeuner. Ma maison ne dort pas, Amélie, j'y vis. Bien sûr, avait-elle dit avec un geste apaisant. Mais soyons pragmatiques, c'est une grande maison pour une personne seule. L'entretien est coûteux, le quartier change. Ne serait-il pas plus raisonnable de la vendre et d'utiliser cet argent pour quelque chose de plus adapté? Adapté à quoi exactement? À mes besoins ou aux vôtres? Son sourire s'était figé légèrement. À la situation globale, Marguerite. Pascal est votre fils unique. Tout ce que vous possédez lui reviendra un jour. Ne serait-il pas plus judicieux d'utiliser ce patrimoine maintenant, quand il en a vraiment besoin pour démarrer sa vie conjugale, plutôt que plus tard? J'avais gardé mon calme, malgré la colère qui montait en moi. Amélie, je comprends votre préoccupation pour votre avenir commun avec Pascal. Mais ma maison n'est pas qu'un capital qui dort. C'est mon foyer. C'est là qu'Henri et moi avons élevé Pascal. C'est là que sont tous mes souvenirs. Les souvenirs sont dans votre cœur, pas dans les murs, avait-elle répondu avec une condescendance à peine voilée. Le reste du déjeuner s'était déroulé dans une politesse glaciale. En rentrant chez moi ce jour-là, j'avais pris une décision. J'avais appelé Georges Pelletier pour lui dire que j'étais intéressé par sa propriété dans le Val-de-Loire. Nous avions convenu d'un rendez-vous pour la semaine suivante. Le jour dit, j'avais pris le train jusqu'à Tours, puis un taxi jusqu'au petit village de Saint-Pierre-des-Corps. Georges m'attendait devant la gare, un homme robuste aux cheveux blancs, au visage buriné par le soleil et les années. « Madame Laurent, Georges Pelletier, enchanté de faire votre connaissance en personne. » Nous avions roulé une vingtaine de minutes à travers la campagne verdoyante du Val-de-Loire. Le paysage était magnifique, collines douces, vignobles ordonnés, châteaux lointains qui se détachaient sur l'horizon. « Voilà, c'est ici !» avait finalement annoncé Georges, en tournant dans un chemin de terre bordé de peupliers. La propriété était plus belle que je ne l'avais imaginé. Une modeste maison en pierre de tuffeau, typique de la région, avec un toit en ardoise et des volets bleus écaillés. Autour, environ 2 hectares de terrain, dont un ancien verger et ce qui semblait être un vignoble laissé à l'abandon. Un petit ruisseau traversait la propriété, ajoutant le doux bruit de l'eau à la symphonie des oiseaux. C'était la ferme de mes parents, avait expliqué Georges en me faisant visiter. Je l'ai héritée il y a 5 ans, mais je vis à Angers maintenant, avec ma fille. Je n'ai pas le temps de m'en occuper. La maison était simple, 2 chambres, une cuisine rustique, une salle à manger avec une grande cheminée en pierre et une salle de bain basique mais fonctionnelle. Elle avait besoin de travaux, c'était évident. Des tuiles manquantes sur le toit, des fissures dans certains murs, une plomberie vieillissante. Mais la structure était solide. Le plus intéressant, c'est dehors, avait continué Georges en me guidant vers le vignoble abandonné. Ces vignes, elles sont spéciales. Mon père disait qu'elles étaient d'une variété ancienne, plantées avant la crise du phylloxéra. Elles ne produisent plus grand-chose, faute d'entretien, mais un vigneron pourrait peut-être les faire revivre. Quelque chose dans ce lieu m'avait immédiatement parlé. Peut-être était-ce le silence paisible, interrompu seulement par les chants d'oiseaux. Peut-être était-ce l'idée de ces vignes anciennes, résistantes, qui attendaient qu'on leur redonne vie. Ou peut-être était-ce simplement la distance avec Paris, avec Pascal, avec cette nouvelle vie qui semblait vouloir m'effacer. « Combien en voulez-vous » avais-je demandé. Georges avait nommé un prix ridiculement bas. Je savais que la propriété valait au moins le double, même dans cet état. C'est beaucoup moins que sa valeur réelle, avais-je fait remarquer. Il avait haussé les épaules. Je veux juste qu'elle aille à quelqu'un qui l'appréciera, qui lui redonnera vie. L'argent n'est pas ma préoccupation principale à mon âge. J'avais accepté sur le champ, lui promettant de lui faire parvenir les fonds dès que les papiers seraient prêts. En retournant à Paris ce soir-là, je sentais un poids en moins sur mes épaules. J'avais un plan B.
un refuge si les choses tournaient mal. Et les choses ont empiré plus rapidement que je ne l'aurais imaginé. Les fiançailles de Pascal et Amélie ont été annoncées 2 semaines plus tard. Le mariage a été planifié à la hâte, 6 mois de préparatifs au lieu de l'année traditionnelle. Pendant cette période, j'ai été progressivement écartée de toutes les décisions. Amélie et sa mère ont tout organisé, me consultant à peine, m'informant des arrangements comme on informe une lointaine connaissance. J'ai proposé mon aide pour le repas, la décoration, les invitations. Chaque offre a été poliment mais fermement déclinée. « Ne vous inquiétez pas, Marguerite », me disait Madame Bernier avec son sourire figé. « Nous nous occupons de tout. Vous n'avez qu'à vous préoccuper de votre tenue. » Ma tenue? Comme si c'était la seule contribution que la mère du marié pouvait apporter. J'ai choisi une robe bleu marine simple mais élégante, ignorant les suggestions d'Amélie qui m'orientaient vers des boutiques hors de prix. Le jour du mariage est arrivé. La cérémonie a eu lieu dans une église historique du centre de Paris, suivie d'une réception somptueuse dans un château loué pour l'occasion. J'étais assise au premier rang pendant la cérémonie, comme il se doit, mais pendant la réception, j'ai été placée à une table éloignée, avec des cousins éloignés d'Amélie et quelques amis d'enfance qu'on n'avait pas pu se permettre d'oublier. Pascal est venu me voir brièvement, m'a embrassé sur la joue, m'a demandé si tout allait bien. Il semblait heureux, mais distant, comme si j'étais déjà en train de m'effacer de sa vie. « Ta robe est jolie », a-t-il dit, et dans ce compliment hésitant, j'ai entendu l'écho de désapprobation d'Amélie ou de sa mère. « Merci, mon fils. Tu es très élégant aussi. » Il a souri, m'a serré brièvement dans ses bras et est reparti vers sa nouvelle famille, ses nouveaux amis, sa nouvelle vie. Je suis rentrée chez moi seule ce soir-là, dans un taxi, refusant l'offre d'Amélie de me faire raccompagner par son chauffeur. En entrant dans ma maison silencieuse, j'ai ressenti un mélange de tristesse et de soulagement. J'avais officiellement perdu mon fils, mais au moins, j'étais préparée pour ce qui allait suivre. Et ce qui a suivi, c'était cette visite au lendemain du mariage, cette demande de quitter ma maison, ces mots cruels. « Va vivre avec les cochons à la ferme ». En préparant ma valise ce matin-là, après leur départ, je réalisais que, malgré la douleur, j'éprouvais aussi une étrange sensation de libération, comme si tous ces signes avant-coureurs, toutes ces petites humiliations, tous ces rejets progressifs m'avaient préparé pour ce moment de rupture définitive. Et maintenant que le pire était arrivé, je me sentais paradoxalement plus forte, plus déterminée. J'ai appelé Monique pour lui raconter ce qui s'était passé. Sa réaction a été immédiate. « Je viens te chercher. Tu ne restes pas 1 minute de plus dans cette maison. »« Non, » lui ai-je répondu. « Je vais bien. J'ai un plan. »« Un plan ? Quel plan ? » ?»« Je vais aller dans le Val-de-Loire, sur cette propriété dont je t'ai parlé. C'est le moment. » Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. « Tu es sûre, Marguerite ? C'est un grand changement. »« J'en suis sûre. Il n'y a plus rien pour moi ici. » Monique est venue me chercher le jour même. Avec son pragmatisme habituel, elle avait déjà organisé le déménagement, contacté une petite entreprise familiale qui pourrait transporter mes affaires les plus précieuses vers le Val-de-Loire dès le surlendemain. « Tu ne devrais pas rester seule ici, insistait-elle. Viens chez moi en attendant. » J'ai accepté, non par peur de me retrouver face à Pascal s'il revenait, mais parce que je sentais que quitter cette maison immédiatement, même temporairement, était une façon de reprendre le contrôle de ma vie. Une décision active plutôt qu'une réaction passive à son rejet. Cette nuit-là, allongée sur le canapé lit de Monique, j'ai repensé à toutes ces années où j'avais cru que l'amour maternel était inconditionnel et indéfectible. Comment avais-je pu être aussi naïve ? L'amour maternel, oui, peut-être, mais la relation mère-enfant, elle, évolue, change, peut se détériorer comme n'importe quelle relation humaine. Et la mienne avec Pascal s'était lentement effritée sous l'influence d'Amélie, certes, mais aussi sous celle de l'ambition et de la honte sociale qui avaient transformé mon fils. Le lendemain, je suis retournée à la maison avec Monique pour préparer les cartons. Nous avons travaillé méthodiquement, pièce par pièce. J'ai été surprise de constater combien peu d'objets m'importaient vraiment. Les photographies, bien sûr, particulièrement celles d'Henri et de Pascal enfant. Quelques meubles chargés de souvenirs, le fauteuil où je berçais Pascal quand il était bébé, la table de chevet qu'Henri avait fabriquée lui-même. Mes livres,
mes vêtements, quelques bijoux modestes mais précieux. « Qu'est-ce que tu feras du reste ?» a demandé Monique, balayant du regard la maison encore pleine. « Je ne sais pas encore. Je ne veux pas vendre. Ça donnerait raison à Pascal et Amélie. Peut-être fermer la maison pour l'instant, le temps de m'installer et de réfléchir. » L'après-midi même, j'ai reçu un appel de Maître Lambert, le notaire. « Madame Laurent, je tenais à vous informer que votre fils est passé me voir ce matin. » Mon cœur a fait un bond. Pour quelle raison ? Il s'est renseigné sur le statut de votre propriété, sur ses droits en tant qu'héritier. Je lui ai clairement expliqué que la maison vous appartient entièrement et qu'il n'a aucun droit dessus de votre vivant. Une vague de colère m'a traversée. Ainsi, Pascal n'avait même pas attendu 24 heures avant d'essayer de contourner mon refus. Comment a-t-il réagi ? Pas très bien, a admis le notaire. Il a mentionné quelque chose à propos d'une évaluation de votre capacité à gérer vos affaires. La menace était claire. Pascal envisageait de me faire déclarer inapte, de prendre le contrôle de mes biens, une manœuvre aussi désespérée que méprisable. « Je vous conseille de prendre des précautions supplémentaires », a poursuivi Maître Lambert. « Si vous le souhaitez, nous pouvons envisager la création d'un trust ou d'une SCI pour protéger votre bien. »« Faites le nécessaire », ai-je répondu, la gorge serrée par l'émotion. « Et merci de m'avoir prévenu. » Après avoir raccroché, j'ai partagé cette information avec Monique. Son visage habituellement doux s'est durci de colère. « C'est révoltant, te faire déclarer inapte, ton propre fils ?» J'ai hoché la tête, trop bouleversée pour parler. La trahison était complète maintenant. Pascal était prêt à me faire passer pour sénile, à m'humilier légalement, tout cela pour mettre la main sur cette maison. Ça ne fait que confirmer ma décision, ai-je finalement dit. Je dois partir d'ici, recommencer ailleurs, loin de toute cette toxicité. Le jour du déménagement, 2 jours plus tard, j'étais prête émotionnellement. Les déménageurs ont chargé mes cartons et les quelques meubles que j'emportais dans leur camionnette. J'ai fait un dernier tour de la maison, touchant les murs, les portes, comme pour graver dans ma mémoire tactile chaque recoin de ce lieu qui avait été mon foyer pendant 3 décennies. Dans la cuisine, j'ai laissé une enveloppe sur le comptoir. Elle contenait une lettre pour Pascal et une copie des documents que Maître Lambert avait préparés. Un acte notarié confirmant que la maison restait ma propriété exclusive et ne pouvait être vendue sans mon consentement explicite, ainsi qu'une attestation médicale récente certifiant ma parfaite santé mentale. La lettre était brève. « Pascal, j'ai décidé de suivre ton conseil et de m'en aller. Non pas parce que tu me l'as ordonné, mais parce que je choisis de vivre mes dernières années dans la dignité, loin de la douleur que tu m'as infligée. La maison reste ma propriété. Elle n'est ni à vendre, ni à occuper. J'ai pris les mesures légales nécessaires pour m'en assurer. Je ne te donne pas mon adresse. Si tu souhaites me contacter, tu peux le faire via Maître Lambert. Ta mère, toujours. Marguerite. » J'ai fermé la porte derrière moi sans me retourner et j'ai pris place dans la voiture de Monique qui m'accompagnait jusqu'à ma nouvelle demeure. Le trajet jusqu'au Val-de-Loire a été silencieux, chacune perdue dans ses pensées. Le paysage défilait par la fenêtre. L'agitation de Paris cédant progressivement place aux champs, au village pittoresque, à une France plus lente, plus authentique. Quand nous sommes arrivés à Saint-Pierre-des-Corps, le soleil commençait à descendre, baignant la campagne d'une lumière dorée qui adoucissait les contours de ma nouvelle propriété. Les déménageurs étaient déjà là, déchargeant mes affaires. Georges Pelletier aussi, venu m'accueillir avec un bouquet de fleurs des champs. « Bienvenue chez vous, Madame Laurent », m'a-t-il dit en me tendant les clés. Cette simple phrase, « chez vous », a résonné en moi avec une force inattendue. C'était vrai, j'étais chez moi maintenant, dans ce lieu que j'avais choisi, non pas par défaut ou par habitude, mais par décision consciente. La maison était telle que je me la rappelais, modeste mais charmante, avec ses murs en tuffeau qui gardaient la fraîcheur en été et la chaleur en hiver, ses poutres apparentes, ses planchers qui craquaient légèrement sous les pas. Georges m'a présenté à Jean-Pierre Moreau, mon voisin le plus proche, un homme robuste d'une 60aine d'années qui vivait à environ 1 kilomètre. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas », m'a-t-il dit avec la simplicité directe des gens de la campagne. On s'entraide beaucoup par ici. Ce soir-là, après le départ des déménageurs, de Georges et même de Monique qui devait rentrer à Paris, je me suis retrouvée seule dans ma nouvelle maison.
j'ai ouvert les fenêtres pour laisser entrer l'air du soir, chargé du parfum des vignes, de la terre et d'une légère humidité venant du ruisseau. Au loin, j'entendais le chant des grillons et le ululement d'une chouette. Rien à voir avec le bruit constant de la circulation parisienne. Je me suis assise sur le banc en pierre devant la maison, regardant le soleil disparaître derrière les collines. Une profonde fatigue m'envahissait, pas seulement physique mais émotionnelle. Ces derniers jours avaient été éprouvants. Pourtant, sous cette fatigue, je sentais quelque chose d'autre germer, une sorte d'anticipation, d'excitation même. Pour la première fois depuis des années, peut-être même depuis la mort d'Henri, j'étais complètement libre de réinventer ma vie. Les jours suivants ont été consacrés à l'installation et à la découverte de mon nouveau territoire. Jean-Pierre s'est avéré être un voisin précieux, m'expliquant les particularités du terrain, m'aidant à remettre en état la plomberie défectueuse, me présentant aux autres habitants du coin. Parmi eux se trouvait Sophie Leclerc, une agronome d'une quarantaine d'années, qui s'était installée dans la région pour développer des projets d'agriculture biologique. « Ces vignes que vous avez là, m'a-t-elle dit lors de sa première visite, pointant vers le vignoble abandonné, elles sont exceptionnelles. Ce sont des cépages anciens, plantés avant la crise du phylloxéra, très rares aujourd'hui. Peuvent-elles encore produire ?» ai-je demandé, intriguée. « Avec du travail, oui. Ce serait même une excellente base pour une petite production bio. Le terroir ici est idéal. » L'idée semblait absurde au premier abord. Moi, Marguerite Laurent, ancienne infirmière, devenir vigneronne à 65 ans. Et pourtant, pourquoi pas? N'était-ce pas précisément le genre de défi dont j'avais besoin pour tourner définitivement la page? Une semaine après mon installation, j'ai reçu un appel de Maître Lambert. « Votre fils est passé me voir à nouveau, Madame Laurent. Il n'était pas content de découvrir la maison vide et les mesures que vous avez prises. Je m'en doute. Il a demandé votre adresse, bien sûr. Je lui ai dit que vous préfériez la confidentialité pour l'instant. Il n'a pas bien pris ce refus. A-t-il mentionné ce qu'il comptait faire maintenant? Non, mais son épouse semblait particulièrement contrariée. Elle a parlé de poursuite et de contestation, sans préciser. J'ai soupiré. La bataille n'était visiblement pas terminée. Mais maintenant, j'étais préparée et protégée, à la fois légalement et géographiquement. Les semaines se sont transformées en mois. Progressivement, avec l'aide de Jean-Pierre et de Sophie, j'ai commencé à restaurer le vignoble. Nous avons défriché, taillé, soigné chaque pied de vigne avec une attention méticuleuse. Sophie m'a enseigné les principes de la viticulture biologique, comment travailler avec la nature plutôt que contre elle, comment créer un écosystème équilibré où les insectes auxiliaires contrôlaient naturellement les parasites. Comment enrichir le sol sans recourir aux produits chimiques. Ce travail physique était épuisant pour mon corps habitué aux couloirs d'hôpital, mais profondément satisfaisant. Chaque soir, je m'endormais d'un sommeil profond, sans les insomnies qui m'avaient accompagné ces dernières années à Paris. Chaque matin, je me réveillais avec un but, un projet, une raison de me lever. La maison aussi prenait forme. J'avais engagé des artisans locaux pour réparer le toit, consolider les murs fissurés, moderniser la cuisine tout en gardant son caractère rustique. Mon salon était devenu un lieu accueillant avec mes livres, mes photos et quelques meubles qui avaient fait le voyage depuis Paris. Mais j'avais aussi acheté des pièces locales, comme cette grande table en chêne qui trônait dans la salle à manger, ou ce bahut ancien que j'avais trouvé chez un brocanteur de Tours. 3 mois après mon arrivée, j'ai reçu ma première visite inattendue. C'était un dimanche matin. J'étais dans le jardin en train de planter des herbes aromatiques quand j'ai entendu une voiture s'engager dans le chemin. Une voiture que j'ai immédiatement reconnue, celle d'Amélie. Mon cœur s'est accéléré. Comment avait-il trouvé mon adresse? Probablement en engageant un détective privé ou peut-être en soudoyant quelqu'un à la mairie de Saint-Pierre-des-Corps. Peu importait maintenant. Ils étaient là. Pascal était sorti le premier, suivi d'Amélie. Il semblait déplacé dans ce cadre rural, lui dans son costume de ville, elle dans une tenue qui aurait été plus appropriée pour un brunch au Ritz que pour une visite à la campagne. Je me suis relevée lentement, essuyant mes mains terreuses sur mon tablier de jardinage. J'étais consciente de mon apparence, cheveux attachés négligemment, vêtements de travail, bottes boueuses, l'exact opposé de l'image soignée qu'ils attendaient probablement.
Maman, a commencé Pascal, s'avançant vers moi. Enfin, nous te trouvons. Bonjour Pascal. Amélie. Ma voix était calme, contrôlée. Que me vaut cette visite surprise? Tu es partie sans laisser d'adresse. Tu ne répondais pas au téléphone, nous étions inquiets. Vraiment? Inquiet pour moi ou pour la maison que vous convoitez tant? Amélie s'est avancée, son visage composé en un masque de préoccupation. Marguerite, nous comprenons que vous soyez contrariée. Les mots de Pascal étaient durs, il le reconnaît. Mais partir ainsi, sans un mot, j'ai laissé une lettre, ai-je rappelé. Et Pascal sait très bien pourquoi je suis partie. Écoute, maman, a repris Pascal, adoptant ce ton raisonnable qui m'irritait tant. Ce que j'ai dit, c'était sous le coup de la colère. Je ne le pensais pas. Nous voulons juste parler, trouver une solution qui convienne à tout le monde. Une solution pour quoi exactement? Pour la maison, bien sûr. Elle reste vide, inutilisée. C'est ma maison, Pascal. Je décide ce que j'en fais. Ils ont échangé un regard, une communication silencieuse qui m'excluait. Nous pensons que ce n'est pas sain pour toi de vivre ici, isolé, a dit Amélie. Cet endroit est tellement rustique et tu n'as plus l'âge de jouer les fermières. J'ai ri, un rire franc qui les a surpris. Jouer les fermières? Est-ce ainsi que vous voyez ma vie ici? Venez, laissez-moi vous faire visiter ma ferme. Je les ai guidés à travers la propriété, leur montrant les vignes en cours de restauration, le potager bio que j'avais commencé à cultiver avec Jean-Pierre, les projets de rénovation de la maison. Je leur ai parlé des cépages anciens, de leurs valeurs potentielles, du projet de production que Sophie m'aidait à mettre en place. Leurs expressions passaient de la condescendance à la surprise, puis à une forme de respect réticent. Ce n'était pas le caprice d'une vieille femme qu'ils découvraient, mais un projet structuré, un investissement réfléchi. « Comment as-tu pu acheter tout ça ?» a finalement demandé Pascal. « Tu as vendu des choses à Paris ?»« Non, j'ai utilisé l'assurance vie de ton père, cet argent que je gardais précieusement depuis des années au cas où. L'assurance d'Henri, mais je croyais que cet argent était pour plus tard, pour lui, sous-entendait-il, pour son héritage. Cet argent était pour assurer ma sécurité. C'est exactement ce que j'ai fait. Nous sommes retournés vers la maison. Je leur ai offert du café, qu'ils ont accepté avec une politesse guindée. Assis dans mon salon, ils semblaient inconfortables, déplacés dans ce monde rural qui était devenu le mien. « Donc, tu ne reviendras pas à Paris ?» a demandé Pascal, sa voix trahissant sa déception. « Non, mon fils, ma vie est ici maintenant. Et la maison de Saint-Étienne, tu comptes la garder indéfiniment vide? Pour l'instant, oui. Peut-être qu'un jour je la vendrai ou la louerai. Mais ce sera ma décision, pas la vôtre. » Amélie a posé sa tasse un peu trop brusquement. C'est terriblement égoïste. Cette maison pourrait nous permettre d'avoir l'appartement dont nous rêvons, de fonder une famille dans de bonnes conditions. Mais vous préférez la laisser vide par pure obstination. Égoïste? J'ai senti la colère monter en moi, mais je l'ai contenue. Égoïste serait de forcer une femme de 65 ans à quitter le foyer où elle a vécu la moitié de sa vie pour satisfaire les ambitions d'un jeune couple qui peut parfaitement se débrouiller seul. Un silence lourd est tombé. Pascal regardait par la fenêtre, évitant mon regard. Amélie semblait calculer sa prochaine approche. « Nous devrions y aller », a finalement dit Pascal. Le trajet est long jusqu'à Paris. Je les ai raccompagnés jusqu'à leur voiture. Au moment de partir, Pascal s'est tourné vers moi, hésitant. « Tu as l'air bien, maman. Différente, mais bien. » Je le suis, Pascal. Pour la première fois depuis longtemps, je vis vraiment ma vie, pas seulement celle qu'on attend de moi. Il a hoché la tête, un éclair de compréhension traversant son visage. Pendant un bref instant, j'ai revu le garçon sensible qu'il avait été, avant que l'ambition et les apparences ne le transforment. Après leur départ, je suis resté longtemps debout dans l'allée, regardant les nuages de poussière soulevés par leur voiture se dissiper lentement. Cette visite avait été éprouvante, mais aussi libératrice d'une certaine façon. J'avais tenu bon, j'avais défendu mes choix, j'avais montré que ma nouvelle vie n'était pas un caprice, mais une renaissance délibérée. Ce soir-là, assise sur mon banc en pierre, regardant le soleil se coucher sur mes vignes, j'ai ressenti une paix profonde. Les paroles cruelles de Pascal, « Va vivre avec les cochons à la ferme », avaient perdu leur pouvoir de me blesser. Elles s'étaient transformées en une sorte de prophétie autoréalisatrice, mais pas comme il l'avait imaginé. Dans son esprit, c'était une insulte, une relégation.
Dans la réalité, c'était devenu une libération, un nouveau départ. Et si quelqu'un vivait vraiment comme un cochon, ce n'était pas moi dans ma ferme paisible, mais peut-être ceux qui étaient prêts à piétiner les liens familiaux les plus sacrés pour un bien immobilier. L'automne s'installait doucement sur le Val-de-Loire, teintant le paysage d'ocre et de rouge. Après cette visite tendue de Pascal et Amélie, je me sentais étrangement plus légère, comme si la confrontation avait dissipé quelque chose en moi. Peut-être l'espoir illusoire que mon fils reconnaîtrait ses torts, ou la crainte qu'il puisse me forcer à revenir. Maintenant, j'étais vraiment libre de me consacrer à ma nouvelle vie. Un matin d'octobre, Jean-Pierre est venu frapper à ma porte, accompagné d'une femme d'une 60aine d'années que je n'avais jamais rencontrée. « Marguerite, je te présente Thérèse Bonnet. Elle cherche un emploi et je me suis dit que vous pourriez peut-être vous entendre. » Thérèse avait un visage doux, mais déterminé, marqué par les années et le soleil. Veuve comme moi, elle avait travaillé toute sa vie dans les vignobles de la région, avant que la propriété où elle était employée ne soit vendue à un grand groupe viticole qui avait remplacé la plupart des ouvriers par des machines. « Jean-Pierre m'a parlé de vos vignes anciennes, m'a-t-elle dit, son regard direct croisant le mien. J'aimerais voir ça. Nous avons passé la matinée à parcourir les rangs de vignes. Thérèse s'arrêtait régulièrement, s'agenouillait pour examiner un cépé, frottait une feuille entre ses doigts, goûtait parfois une baie. Ces vignes ont quelque chose de spécial, a-t-elle finalement déclaré. Mon père disait que les vraies vignes, les anciennes, celles d'avant le phylloxéra, elles parlent à qui sait les écouter. Et que disent les miennes? Elle a souri, dévoilant des dents légèrement écartées, qu'elles ont soif d'attention, qu'elles veulent produire à nouveau, qu'elles attendent depuis trop longtemps. Ce jour-là, j'ai engagé Thérèse. Avec son savoir-faire traditionnel et l'expertise technique de Sophie, nous formions une équipe complémentaire. Thérèse connaissait les méthodes ancestrales, les gestes précis transmis de génération en génération. Sophie apportait la rigueur scientifique, la connaissance des normes biologiques, l'approche contemporaine. Notre projet prenait forme peu à peu. Nous avions décidé de restaurer progressivement le vignoble, en commençant par les parcelles les plus prometteuses. Il faudrait au moins 2 ans avant notre première véritable récolte, mais en attendant, nous pouvions développer le reste de la propriété. Jean-Pierre m'a aidé à aménager un grand potager bio où nous avons planté des variétés anciennes de légumes, souvent oubliées par l'agriculture intensive, méprisées des connaisseurs. J'ai aussi commencé à cultiver des herbes aromatiques et médicinales, mettant à profit mes connaissances d'infirmière sur les propriétés curatives de certaines plantes. Pendant les mois d'hiver, quand le travail extérieur se faisait plus rare, j'ai entrepris de rénover complètement l'intérieur de la maison. Les économies de l'assurance vie d'Henri diminuaient, mais je voulais que cette demeure devienne vraiment mienne, qu'elle reflète cette nouvelle Marguerite que je découvrais jour après jour. J'ai engagé des artisans locaux pour les travaux importants, refaire l'électricité, moderniser la plomberie, renforcer la charpente. Mais pour le reste, j'ai décidé de m'y mettre moi-même. Je n'avais jamais peint un mur, posé du papier peint, restauré un meuble ancien. Pourtant, guidée par des tutoriels trouvés à la bibliothèque municipale et les conseils patients de Jean-Pierre, j'ai appris. Mes mains, qui avaient passé des décennies à soigner des patients, se découvraient de nouvelles habiletés. Un soir de décembre, alors que la nuit était déjà tombée et que je peignais méticuleusement les volets de la cuisine en bleu lavande, j'ai été surprise par le bruit d'une voiture dans l'allée. Prudente depuis la visite de Pascal, je suis sortie, mon pinceau encore à la main. C'était une petite citadine, rien à voir avec le véhicule luxueux d'Amélie. Un homme en est descendu, grand, les cheveux poivre et sel. Claude Mercier, comme il s'est présenté, journaliste pour le magazine Terroir de France. Je fais un reportage sur les femmes qui réinventent l'agriculture dans la région, m'a-t-il expliqué. Votre nom m'a été suggéré par Sophie Leclerc. Elle dit que votre projet est unique. J'ai hésité. Je n'étais pas sûre de vouloir de la publicité. Et si Pascal tombait sur l'article? D'un autre côté, qu'avais-je à cacher? Ma nouvelle vie n'était pas un secret honteux, mais une réussite dont je pouvais être fière. J'ai invité Claude à entrer, lui ai servi un verre du vin local et nous avons discuté pendant des heures. Il voulait tout savoir, mon parcours, ma formation d'infirmière.
les circonstances qui m'avaient amené dans le Val-de-Loire, ma vision pour cette propriété. J'ai été honnête, sans entrer dans les détails les plus douloureux concernant Pascal. J'ai simplement évoqué des différends familiaux et un besoin de renouveau. « Vous savez ce qui me frappe dans votre histoire ?» a dit Claude en reposant son verre. « C'est cette idée que la vie peut recommencer à tout âge, que 65 ans n'est pas la fin, mais peut-être juste un nouveau chapitre. » Ces paroles ont touché quelque chose en moi, une vérité que je commençais tout juste à comprendre moi-même. La vie ne s'arrêtait pas à la retraite, au veuvage ou même au rejet d'un enfant. Elle continuait, se transformait, offrait de nouvelles possibilités pour qui osait les saisir. Claude est revenu plusieurs fois au cours des semaines suivantes, documentant l'évolution de notre projet, prenant des photos, interviewant non seulement moi, mais aussi Sophie, Thérèse et Jean-Pierre. Le reportage devait paraître au printemps, dans un numéro spécial consacré à la Renaissance rurale. Le printemps justement est arrivé, explosif de couleurs et de vie. Les vignes bourgeonnaient, montrant les premiers signes tangibles de notre travail acharné. Le potager commençait à produire des radis croquants, des salades tendres, des herbes aromatiques parfumées. J'ai commencé à vendre nos légumes au marché de Tours chaque samedi matin. Cette première fois au marché reste gravée dans ma mémoire. J'étais terriblement nerveuse, craignant de paraître amatrice parmi les producteurs expérimentés. J'avais préparé mon étal avec soin, nappes en tissu, paniers en osier, petites ardoises indiquant les prix et les variétés. Thérèse m'accompagnait, sa présence solide me rassurant. Les premiers clients sont arrivés, curieux de découvrir ce nouveau stand. J'expliquais notre démarche biologique, l'absence totale de produits chimiques, notre respect des cycles naturels. À ma grande surprise, notre stock était presque épuisé avant midi. Un chef cuisinier d'un restaurant réputé de Tours s'est même arrêté, a goûté nos herbes aromatiques et m'a laissé sa carte, me demandant si nous pouvions fournir son établissement régulièrement. En rentrant ce soir-là, épuisée mais profondément satisfaite, j'ai réalisé que quelque chose avait changé en moi. La timidité, l'insécurité qui m'avait accompagnée depuis toujours s'était dissipée. J'étais devenue une femme d'affaires, une agricultrice, une entrepreneuse, des rôles que je n'aurais jamais imaginé tenir. Ce succès initial nous a encouragés. Avec Thérèse, nous avons élargi notre gamme de produits. Elle m'a appris à préparer des confitures artisanales selon des recettes traditionnelles, des tisanes aux propriétés spécifiques, des huiles infusées d'herbes. Chaque nouveau produit était accueilli avec enthousiasme par une clientèle de plus en plus fidèle. Le numéro de Terroir de France est paru en mai. Claude avait fait un travail remarquable, capturant l'essence de notre projet avec sensibilité et précision. L'article était illustré de magnifiques photographies, les vignes au lever du soleil, mes mains terreuses tenant une jeune pousse, Thérèse et moi travaillant côte à côte, la maison rénovée se détachant sur le paysage vallonné. De l'hôpital à la vigne, la renaissance de Marguerite Laurent, titrait l'article. Claude y racontait mon parcours, depuis ma carrière d'infirmière jusqu'à ma reconversion surprenante dans l'agriculture biologique. Il parlait des cépages anciens que nous restaurions, de notre approche respectueuse de l'environnement, de cette petite entreprise créée par des femmes considérées comme trop âgées par le marché du travail conventionnel. L'impact a été immédiat et inattendu. Le week-end suivant, notre stand au marché était assiégé de clients curieux, magazine en main, désireux de rencontrer cette infirmière devenue vigneronne. Des journalistes d'autres publications nous ont contactés, souhaitant faire des reportages similaires. Même une chaîne de télévision régionale s'est manifestée, proposant un court sujet pour leur émission sur l'agriculture locale. Cette soudaine notoriété était déstabilisante. Je n'avais jamais recherché les projecteurs, ayant toujours préféré l'ombre et la discrétion. Mais Sophie m'a convaincue de l'importance de cette exposition médiatique. C'est une opportunité en or pour le vignoble, a-t-elle argumenté. Quand nos premières bouteilles seront prêtes, elles auront déjà leur public. Et puis, ton histoire inspire d'autres femmes, Marguerite. Tu montres qu'il n'est jamais trop tard pour changer de vie. Elle avait raison. Plusieurs femmes sont venues me voir après la parution de l'article, me racontant comment mon exemple les avait encouragées à poursuivre leurs propres rêves, malgré l'âge, le veuvage ou les obstacles familiaux.
Je recevais des lettres de lectrices qui se reconnaissaient dans mon parcours, qui me demandaient conseil pour leur propre reconversion. Un matin de juin, alors que je travaillais dans le potager, Jean-Pierre est arrivé en courant, chose rare pour cet homme habituellement si posé. « Marguerite, viens vite voir les vignes du côté est. » J'ai suivi mon voisin, intrigué par son excitation. En arrivant à la parcelle en question, j'ai compris. Les vignes que nous avions taillées et soignées avec tant d'attention montraient des signes d'une maladie fongique. Les feuilles se recroquevillaient, couvertes d'un duvet blanchâtre. « C'est l'oïdium », a expliqué Jean-Pierre. « Grave, une saloperie qui peut détruire toute la récolte si on n'agit pas vite. » Mon cœur s'est serré. Après tout ce travail, tous ces espoirs, mais Jean-Pierre n'était pas venu m'annoncer une catastrophe inévitable. « Je connais un remède naturel », a-t-il continué. « Une préparation à base de prêle et de petit lait que mon père utilisait. Ça respecte le cahier des charges bio, mais c'est diablement efficace. » Pendant la semaine qui a suivi, nous avons travaillé d'arrache-pied, traitant chaque pied de vigne avec la mixture de Jean-Pierre, retirant les feuilles les plus atteintes, surveillant anxieusement l'évolution de la maladie. Sophie est venue nous aider, apportant son expertise scientifique pour compléter le savoir-faire traditionnel de Jean-Pierre. Cette crise nous a encore rapprochés. Je me suis rendu compte que j'avais trouvé ici, dans ce coin de campagne française, une nouvelle famille, pas liée par le sang, mais par le partage, l'entraide, le respect mutuel, ce que Pascal m'avait refusé, reconnaissance, considération, affection. Je le recevais maintenant de ces personnes qui étaient en lui devenues bien plus que des voisins ou des collègues. Le traitement a fonctionné. Peu à peu, les vignes ont repris vigueur. Les nouvelles feuilles qui poussaient étaient saines. Les grappes continuaient à se développer. Cette victoire collective contre la maladie nous a donné une confiance renouvelée dans notre projet. L'été a apporté son lot de travail intensif, mais aussi de moments de pure joie. Les soirées étaient douces, parfumées par les fleurs du jardin et les herbes aromatiques. Souvent, Jean-Pierre, Thérèse et Sophie restaient dîner, partageant le repas que nous préparions ensemble avec les légumes du potager. Nous mangions dehors, à la grande table que j'avais installée sous la glycine, buvant le vin local, discutant des projets à venir, riant des anecdotes que chacun partageait. Parfois, d'autres voisins se joignaient à nous, le boulanger du village, l'institutrice récemment retraitée, le couple de jeunes fromagers installés depuis peu dans la région. Ces dîners improvisés étaient à l'opposé des réceptions guindées qu'Amélie organisait, où chaque mot était pesé, chaque geste calculé. Ici, tout était simple, authentique, chaleureux. Un soir d'août, alors que nous étions tous réunis autour de la table, Jean-Pierre a levé son verre pour un toast impromptu. À Marguerite, a-t-il dit, qui nous a montré qu'une insulte peut se transformer en bénédiction. Quand ton fils t'a dit d'aller vivre avec les cochons à la ferme, il ne savait pas que tu créerais un paradis ici. J'ai rougi, surprise qu'il évoque cette histoire que je lui avais confiée un soir, après quelques verres de vin. Mais son toast n'était pas moqueur, il était plein de respect, presque solennel. À la ferme des nouveaux départs, ai-je répondu, levant mon propre verre, car c'était ainsi que j'avais baptisé ma propriété, en hommage à cette renaissance inattendue. Le nom avait été officialisé récemment, gravé sur une plaque en bois que Jean-Pierre avait fabriquée et installée à l'entrée du domaine. La ferme des nouveaux départs, agriculture biologique. Simple, direct, significatif, notre notoriété grandissante nous avait amené à développer une nouvelle facette de l'activité, l'accueil à la ferme. Une fois par semaine, nous ouvrions les portes aux visiteurs intéressés par l'agriculture biologique. Je leur faisais visiter le potager, les vignes, leur expliquant notre démarche, nos méthodes, notre philosophie. Thérèse proposait des ateliers de confection de confitures traditionnelles ou de tisanes médicinales. Sophie organisait des séances d'information sur la biodiversité, montrant comment notre approche favorisait la présence d'insectes auxiliaires, d'oiseaux et même de petits mammifères qui contribuaient à l'équilibre de l'écosystème. Ces journées étaient épuisantes mais gratifiantes. Voir l'intérêt sincère des visiteurs, répondre à leurs questions, partager notre passion. Tout cela me confirmait que j'avais fait le bon choix. Je n'étais plus seulement une femme fuyant un fils ingrat. J'étais devenue une référence dans mon domaine.
une source d'inspiration pour d'autres. En septembre, alors que nous commencions à nous préparer pour les vendanges de l'année suivante, nos vignes n'étaient pas encore prêtes pour une récolte cette année, j'ai reçu un appel de Victor Lemaire, propriétaire d'une chaîne de restaurants biologiques à Paris. « Madame Laurent, a-t-il dit d'une voix chaleureuse, j'ai lu l'article dans Terroir de France et j'ai visité votre ferme le mois dernier. Je suis impressionné par ce que vous avez accompli en si peu de temps. » Il m'expliquait qu'il cherchait à s'associer avec des producteurs partageant sa philosophie du « de la terre à l'assiette », des agriculteurs qui travaillaient en harmonie avec la nature plutôt que contre elle. Nous aimerions vous proposer un partenariat exclusif pour vos légumes anciens et vos herbes aromatiques. Et bien sûr, nous serons les premiers à commander votre vin quand il sera prêt. Cette proposition était inespérée. Un contrat stable avec un réseau de restaurants réputés nous assurerait un revenu régulier, nous permettant d'investir davantage dans le développement du domaine. Je dois en discuter avec mes associés, ai-je répondu, pensant à Thérèse et Sophie, qui étaient devenues bien plus que des employés. Nous vous recontacterons très vite. J'ai réuni Thérèse, Sophie et Jean-Pierre le soir même pour leur faire part de cette opportunité. Leur enthousiasme était palpable. « C'est exactement ce qu'il nous fallait !» s'est exclamée Sophie. « Un partenaire qui comprend notre démarche et qui peut nous assurer des débouchés réguliers. Les restaurants Lemaire sont très réputés, » a ajouté Jean-Pierre. Leur clientèle est prête à payer le prix juste pour des produits de qualité. Nous avons travaillé ensemble sur une proposition détaillée pour Victor Lemaire, quels produits nous pouvions fournir, en quelle quantité, à quelle fréquence. Ce n'était plus une simple activité agricole, c'était une véritable entreprise que nous développions avec une vision à long terme. Le lendemain de l'envoi de notre proposition, alors que je travaillais dans le potager, une voiture que je ne connaissais pas s'est engagée dans l'allée. Ce n'était pas le véhicule luxueux d'Amélie, ni celui plus modeste de Jean-Pierre ou Sophie. C'était une voiture de location. Et à ma grande surprise, c'est Pascal qui en est descendu, seul, sans Amélie. Pascal se tenait là, devant moi, différent de la dernière fois. Plus mince, les traits tirés, vêtu simplement d'un jean et d'une chemise ordinaire, loin de ses costumes impeccables d'autrefois. Il paraissait hésitant, presque fragile. « Bonjour, maman », a-t-il dit doucement, comme s'il craignait que sa voix ne brise quelque chose de précieux dans l'air. J'ai essuyé mes mains terreuses sur mon tablier, me demandant ce qui l'amenait ici, seul, sans préavis. Mon cœur battait fort, mélange de méfiance et d'espoir maternel jamais tout à fait éteint. « Pascal ?» ai-je répondu simplement. « Je ne t'attendais pas. » Il a regardé autour de lui, prenant la mesure des changements depuis sa dernière visite. Le potager s'était considérablement agrandi. Les vignes étaient maintenant clairement en voie de restauration et la maison arborait fièrement sa nouvelle identité avec son enseigne, la ferme des nouveaux départs. « J'ai vu ton article, a-t-il commencé. Dans Terroir de France, tu as l'air bien. » J'ai hoché la tête, attendant qu'il en vienne au fait. Une partie de moi craignait qu'il soit là pour me demander de l'argent ou pour relancer la question de la maison de Saint-Étienne. Une autre, plus profonde, espérait qu'il soit simplement venu me voir, moi, sa mère. « Écoute, maman, beaucoup de choses ont changé. » Il a pris une profonde inspiration. « Amélie m'a quitté. Je suis désolée, ai-je dit. Et c'était sincère malgré tout ce qu'Amélie avait représenté dans notre relation brisée. Ne le sois pas. C'était inévitable, je crois. Quand l'entreprise a commencé à avoir des difficultés, quand j'ai perdu mon poste, elle a rapidement réalisé que je n'étais plus le bon investissement. Je l'ai invité à entrer, lui proposant un café. Assise à ma table de cuisine, il m'a raconté les derniers mois. L'entreprise de construction où il travaillait avait fait faillite, emportée par un scandale financier. Pascal n'était pas impliqué directement, mais sa réputation professionnelle en avait souffert. Les postes similaires étaient rares et les recruteurs réticents. Au début, Amélie faisait bonne figure. Elle disait que ce n'était qu'un contretemps, que son père pourrait me trouver quelque chose. Mais quand les semaines sont devenues des mois, quand nous avons dû quitter l'appartement pour un logement beaucoup plus modeste, sa voix s'est brisée légèrement. Un soir, elle m'a simplement annoncé qu'elle retournait chez ses parents. Le divorce est en cours. J'ai écouté sans l'interrompre, observant ce fils que je croyais connaître et qui m'apparaissait soudain comme un étranger. Non plus l'homme arrogant qui m'avait chassé,
mais un être humain vulnérable, confronté à l'échec pour la première fois de sa vie adulte. « Je suis vraiment désolé, maman », a-t-il finalement dit, les yeux baissés sur sa tasse. « Pour tout, pour la façon dont je t'ai traité, pour les choses horribles que j'ai dites, j'étais aveuglé par l'ambition, parce que je croyais être important. J'ai pris un moment avant de répondre, cherchant mes mots avec soin. La vie nous enseigne parfois durement ce qui compte vraiment, ai-je dit. J'aurais préféré que tu l'apprennes autrement, mais je suis heureuse que tu sois venu aujourd'hui. » Il a levé les yeux vers moi, surpris par cette absence de reproche. Peut-être s'attendait-il à des récriminations, à une colère légitime. Mais la colère m'avait quitté depuis longtemps, dissoute dans le travail quotidien de la terre, dans la satisfaction de créer quelque chose de nouveau, dans la chaleur des amitiés sincères que j'avais nouées ici. « Tu as construit quelque chose d'incroyable ici », a-t-il dit en regardant par la fenêtre vers les vignes. L'article disait que tu utilisais des méthodes biologiques, que tu avais sauvé des cépages anciens. C'est un projet collectif, ai-je précisé. Sans Sophie, Thérèse et Jean-Pierre, je n'y serais jamais arrivé. Notre conversation a été interrompue par l'arrivée de Sophie, venue discuter de notre proposition pour Victor Lemaire. En voyant Pascal, elle a marqué un temps d'arrêt, puis s'est avancée, me jetant un regard interrogateur. « Sophie, je te présente mon fils, Pascal. Pascal, voici Sophie Leclerc, notre experte en agronomie biologique. » Ils se sont serrés la main, Sophie visiblement sur la réserve. Elle avait entendu parler de Pascal, savait le rôle qu'il avait joué dans mon exil forcé. « Je ne voudrais pas interrompre, a-t-elle commencé, mais je l'ai rassurée. Reste, nous parlions justement du projet. Pascal a vu l'article dans Terroir de France. » Sophie s'est assise avec nous et j'ai partagé avec Pascal les derniers développements, l'intérêt de Victor Lemaire, notre projet d'expansion, les défis que nous avions surmontés. « C'est vraiment impressionnant, » a-t-il dit, et je pouvais voir qu'il était sincèrement admiratif. Je n'aurais jamais imaginé, je veux dire, je te voyais toujours comme une vieille infirmière à la retraite qui n'avait plus rien à offrir, ai-je complété avec un petit sourire. Il a eu la décence de paraître gêné. Quelque chose comme ça, oui. J'étais tellement focalisée sur ma propre vie, ma carrière. Sophie, qui était restée silencieuse jusqu'alors, a pris la parole. « Votre mère est remarquable, monsieur Laurent. Elle a appris plus en 1 an sur l'agriculture biologique que certains en 10 ans d'études. Et son instinct pour les plantes est incroyable. Son ton était poli mais ferme, protecteur. Je lui en étais reconnaissante, mais je voulais aussi donner à Pascal une chance de s'expliquer, de se racheter peut-être. « Que comptes-tu faire maintenant ?» lui ai-je demandé. « Pour ton avenir professionnel ?» Il a haussé les épaules, un geste que je ne l'avais jamais vu faire auparavant. Pascal avait toujours été si sûr de lui, si déterminé. Je ne sais pas. Le secteur de la construction est en crise. Et mon CV, avec le nom de cette entreprise qui a fait faillite, disons que les portes ne s'ouvrent pas facilement. J'ai échangé un regard avec Sophie. Une idée germait dans mon esprit, folle peut-être, mais qui méritait d'être explorée. « Tu as étudié l'ingénierie, n'est-ce pas? Tu connais les bâtiments, les structures. »« Oui, c'est ma formation de base. Nous avons un projet de rénovation du chai, » ai-je expliqué, pour préparer nos futures vendanges, et aussi d'une petite boutique pour vendre nos produits directement à la ferme. Nous cherchions justement quelqu'un pour superviser ces travaux. Pascal m'a regardé incrédule. « Tu me proposes un travail? Je te propose de te rendre utile pendant que tu réfléchis à ton avenir, de mettre tes compétences au service d'un projet qui a du sens. » Sophie semblait sceptique, mais elle n'a rien dit. Elle savait que c'était ma décision, que cette ferme était avant tout mon projet, ma seconde vie. « Je ne sais pas quoi dire, » a murmuré Pascal. « Ne dis rien pour l'instant, réfléchis. Visite la propriété avec nous, comprends ce que nous faisons ici, et puis décide. » Cette journée a marqué un tournant dans notre relation. Pascal est resté 1 semaine, logeant dans la petite chambre d'amis que j'avais aménagée sous les combles. Chaque jour, il explorait un aspect différent de la ferme. Les vignes avec Thérèse, le potager avec Jean-Pierre, les aspects techniques et réglementaires avec Sophie. Le soir, nous dînions ensemble, parfois juste tous les deux, parfois rejoints par mes amis et associés. Je voyais Pascal évoluer, s'ouvrir, s'émerveiller devant cette vie simple mais riche que j'avais construite. Il posait des questions, écoutait attentivement les réponses, prenait des notes, faisait des croquis,
pour le futur chai. Un soir, alors que nous étions seuls après le dîner, assis sur le banc devant la maison, regardant les étoiles, il m'a confié « Tu sais, maman, je commence à comprendre pourquoi tu as refusé de quitter ta maison à Saint-Étienne. Ce n'était pas de l'obstination comme je le croyais, c'était de la dignité et aussi de la prudence. » Et j'ajoutai « Cette maison était ma sécurité, mon filet. Sans elle, je n'aurais jamais pu acheter cette propriété, recommencer ici. » Il a hoché la tête, pensif. Je me demande souvent si papa était encore là. Serait-il déçu de l'homme que je suis devenu? La question m'a surprise par sa vulnérabilité, sa franchise. Ton père t'aimait plus que tout, Pascal. Il aurait été triste de nos désaccords, mais il serait fier de te voir aujourd'hui, capable de remettre en question tes choix, de reconnaître tes erreurs. C'était un homme qui valorisait l'honnêteté au-dessus de tout. Un silence confortable s'est installé entre nous, peuplé des souvenirs d'Henri, de la vie que nous avions partagée tous les trois. « J'aimerais rester », a finalement dit Pascal. « Travailler ici, avec toi, avec vous tous, pas seulement pour le chai et la boutique, mais durablement. Je pourrais apprendre, me rendre utile. Je sais que ce ne sera pas facile, que je dois gagner la confiance de tes associés, mais tu es sûr ?» l'ai-je interrompu. « C'est une vie très différente de celle que tu as connue. Physique, parfois ingrate, avec des revenus modestes au début. Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose, a-t-il répondu avec une conviction que je ne lui avais pas vue depuis longtemps. Ces derniers jours ici m'ont fait plus de bien que toutes mes années dans les bureaux climatisés de Paris. Je me sens vivant, pour la première fois depuis que je ne sais quand. Ainsi a commencé la seconde phase de notre aventure, à la ferme des nouveaux départs. Pascal s'est installé dans la dépendance que nous avons rénovée ensemble, apprenant chaque aspect du métier, non pas comme le fils du patron qui aurait des privilèges, mais comme un débutant humble et appliqué. Les premiers temps n'ont pas été faciles. Thérèse, en particulier, se méfiait de lui, craignant qu'il ne soit là que temporairement, jusqu'à ce qu'une meilleure opportunité se présente. Jean-Pierre était plus ouvert, voyant en Pascal un jeune homme qui avait besoin d'être guidé plus que jugé. Sophie restait professionnelle, mais distante, évaluant ses actions plutôt que ses paroles. Pascal a travaillé dur pour gagner leur respect. Il se levait avant l'aube, travaillait jusqu'au crépuscule, ne rechignait devant aucune tâche, même les plus ingrates. Ses mains, autrefois douces et soignées, se sont couvertes de cale. Son teint pâle de citadin s'est hâlé au soleil des vignes. Son corps s'est musclé, endurci par le travail physique quotidien. Plus important encore, son esprit a changé. L'arrogance et le matérialisme qui le caractérisaient ont progressivement cédé la place à l'humilité et à l'émerveillement devant les petits miracles quotidiens de la nature. Une graine qui germe, une vigne qui fleurit, un sol qui s'enrichit grâce aux pratiques respectueuses que nous mettions en œuvre. Notre partenariat avec Victor Lemaire s'est concrétisé, offrant à la ferme la stabilité financière dont nous avions besoin pour nous développer. Nos légumes anciens et nos herbes aromatiques étaient maintenant servis dans ces restaurants parisiens, accompagnés de fiches explicatives sur notre démarche, notre histoire. L'automne suivant a vu notre première vraie récolte de raisins. Modeste encore, nous n'avions restauré qu'une partie du vignoble, mais prometteuse. Sophie avait fait analyser nos cépages par un œnologue, confirmant qu'il s'agissait bien de variétés pré-phylloxériques extrêmement rares et potentiellement précieuses pour les connaisseurs. Les vendanges ont été un moment de pure joie collective. Nous avions invité des amis, des voisins, des clients fidèles à venir nous aider. Une trentaine de personnes de tous âges coupèrent les grappes avec soin, les déposaient dans des cagettes que Pascal et Jean-Pierre transportaient jusqu'au pressoir temporaire que nous avions installé. Le soir, nous avons organisé un grand repas dans la cour, sous les guirlandes lumineuses. Chacun avait apporté un plat, une bouteille, un dessert. La longue table était chargée de nourriture, de vin, de rire. J'observais cette communauté joyeuse qui s'était formée autour de notre projet et mon cœur débordait de gratitude. Pascal s'était intégré naturellement, discutant avec les anciens du village, jouant avec les enfants, servant à boire aux invités. Qui aurait pu imaginer en le voyant ainsi qu'il avait été un jour cet homme en costume rigide, préoccupé uniquement par les apparences et l'ascension sociale.
La vinification s'est faite sous la supervision d'un œnologue ami de Sophie qui nous a guidés dans ce processus complexe et délicat. Notre première cuvée serait limitée, précieuse, le témoignage tangible de notre renaissance collective. Un matin de novembre, alors que l'automne paraît le Val-de-Loire de teintes flamboyantes, j'ai reçu un appel de Maître Lambert, le notaire. « Madame Laurent, je voulais vous informer que des acheteurs potentiels se sont manifestés pour votre maison de Saint-Étienne. » J'avais presque oublié cette maison, tellement ma vie actuelle m'absorbait complètement. Elle était restée fermée tout ce temps, entretenue minimalement par un service que j'avais engagé. « Je n'ai pas mis la maison en vente, » ai-je répondu, surprise. « Je sais bien, c'est une demande spontanée, une famille qui cherche à s'installer dans le quartier et qui a repéré votre maison. Ils proposent un prix très intéressant. » Il a mentionné un montant qui m'a laissé sans voix, près du double de ce que j'aurais imaginé. Le quartier s'était apparemment considérablement valorisé depuis mon départ. « Je dois y réfléchir », ai-je dit, et en parler à mon fils. Ce soir-là, j'ai partagé cette nouvelle avec Pascal. Nous étions assis dans le salon, devant la cheminée où crépitait un feu de bois réconfortant. « Qu'en penses-tu » lui ai-je demandé après lui avoir exposé la situation. Il a pris le temps de réfléchir avant de répondre. Un changement notable par rapport à son impulsivité d'autrefois. « Je pense que c'est ta décision, maman. Cette maison est la tienne, comme tu me l'as rappelé à juste titre. Mais elle contient aussi tes souvenirs d'enfance, une partie de ton histoire. » Il a souri doucement. « Les souvenirs sont dans nos cœurs, pas dans les murs. N'est-ce pas ce qu'Amélie disait ? Elle n'avait pas tout faux, ai-je admis. Si tu vends, qu'envisages-tu de faire de cet argent ? La question était légitime, sans la moindre trace de convoitise que j'aurais pu y déceler autrefois. J'y ai réfléchi pendant que Maître Lambert me parlait. Une partie pourrait financer l'expansion de notre cave, l'achat de matériel plus performant. Une autre pourrait servir à rénover complètement la maison principale pour y créer des chambres d'hôtes. « Des chambres d'hôtes ? C'est une excellente idée !» s'est-il exclamé. Avec le tourisme viticole dans la région et notre histoire particulière qui intrigue les gens. Notre histoire, ai-je répété, touchée par ce nôtre qui englobait désormais notre aventure commune à la ferme et non plus seulement notre passé familial. La décision a mûri pendant quelques jours. J'ai consulté Sophie, Thérèse et Jean-Pierre, qui étaient devenus de véritables associés dans cette entreprise. Tous ont approuvé l'idée de développer l'activité, d'investir dans l'avenir de la ferme des nouveaux départs. J'ai rappelé Maître Lambert pour accepter l'offre. La vente s'est conclue rapidement, mettant fin définitivement à mon chapitre parisien. Je ne ressentais aucune nostalgie, seulement la satisfaction d'une page tournée proprement. Le printemps suivant a vu la concrétisation de nos projets. La cave moderne, conçue par Pascal avec une attention particulière à l'intégration paysagère et à l'efficacité énergétique, était presque terminée. La maison principale avait été rénovée pour accueillir 4 chambres d'hôtes confortables, chacune avec sa salle de bain privative et sa vue sur les vignes ou le jardin. Notre première cuvée, nommée simplement Renaissance, était enfin prête à être dégustée. Victor Lemaire avait organisé un événement spécial dans son restaurant principal à Paris, invitant critiques gastronomiques, sommeliers réputés et quelques clients privilégiés pour découvrir ce vin issu de cépages presque oubliés. C'est ainsi que je me suis retrouvée, à presque 67 ans, à présenter notre vin devant un parterre de connaisseurs. Pascal était à mes côtés, expliquant avec passion notre démarche, notre respect du terroir, notre vision pour l'avenir. Quand le premier verre a été versé, quand j'ai vu les expressions s'illuminer après la première gorgée, quand j'ai entendu les murmures admiratifs circuler dans la salle, j'ai ressenti une joie indescriptible. Non pas celle vaniteuse, de la reconnaissance sociale, celle, plus profonde, d'avoir créé quelque chose de beau et d'authentique. Un critique a levé son verre dans ma direction. « Madame Laurent, ce vin est exceptionnel. On y sent tout le caractère de ces vieux cépages, mais aussi quelque chose de plus. Une âme, oserais-je dire. Une âme forgée par l'adversité, ai-je répondu. Comme ces vignes qui ont survécu à l'abandon, qui ont puisé dans leurs racines profondes la force de renaître. » Victor Lemaire s'est approché, rayonnant. « Nous venons de recevoir les premiers retours des clients. Ils adorent l'histoire derrière le vin, l'idée de ces femmes et de ces hommes qui ont donné une seconde chance à ces vignes oubliées. Sur le chemin du retour vers le Val-de-Loire,
dans la voiture conduite par Pascal, j'ai repensé au chemin parcouru depuis cette terrible phrase « Va vivre avec les cochons à la ferme » qui avait marqué le début involontaire de ma renaissance. Tu sais, ai-je dit à mon fils, je devrais presque te remercier pour cette insulte qui m'a poussé à partir. Il a grimacé, visiblement encore honteux de ses paroles. Ne me remercie pas pour ça, maman. Je ne mérite aucune gratitude pour t'avoir fait souffrir. Peut-être pas, mais regarde où nous sommes aujourd'hui, tous les deux transformés, réconciliés, engagés dans un projet qui a du sens. C'est vrai, a-t-il admis. Qui aurait cru que ton départ forcé vers les cochons de la ferme nous mènerait à tout ça? J'ai ri doucement. La vie a parfois un sens de l'ironie assez remarquable. En rentrant à la ferme des nouveaux départs ce soir-là, sous un ciel étoilé qui semblait célébrer avec nous, j'ai ressenti une plénitude que je n'avais jamais connue. L'insulte qui devait me rabaisser m'avait en réalité élevée. Le rejet qui devait me briser m'avait rendue plus forte. La fin qui semblait si douloureuse n'était en fait qu'un nouveau commencement. Aujourd'hui, 3 ans après avoir entendu cette phrase cruelle, « Va vivre avec les cochons à la ferme », je regarde autour de moi avec une gratitude profonde. La ferme des nouveaux départs est devenue bien plus que mon refuge. C'est un lieu de renaissance collective, un symbole vivant de ce qu'on peut accomplir quand on transforme l'adversité en opportunité. Notre domaine s'est considérablement développé depuis nos humbles débuts. Les chambres d'hôtes affichent complet presque toute l'année, attirant des visiteurs du monde entier, séduits par notre histoire et notre approche respectueuse de la nature. Notre cuvée Renaissance a reçu plusieurs distinctions dans des concours viticoles régionaux et les bouteilles s'arrachent avant même leur mise en vente officielle. Victor Lemaire a étendu notre partenariat à l'ensemble de sa chaîne de restaurants biologiques et d'autres chefs réputés nous sollicitent régulièrement. Mais ce dont je suis le plus fier, c'est de l'équipe que nous avons construite. Thérèse, avec son savoir-faire traditionnel, forme maintenant des jeunes aux techniques ancestrales. Sophie a développé un programme éducatif où des étudiants en agronomie viennent faire des stages pour apprendre l'agriculture biologique en pratique. Jean-Pierre, bien que ralenti par l'âge, reste notre pilier, notre sage, celui vers qui nous nous tournons dans les moments difficiles. Et puis il y a Pascal. Mon fils a trouvé sa voie ici, au contact de la terre et des gens authentiques. Il a développé une expertise dans la rénovation écologique des bâtiments anciens, conciliant patrimoine architectural et efficacité énergétique. D'autres domaines viticoles font maintenant appel à ses services pour leurs propres projets. La fierté que je ressens en le voyant s'épanouir ainsi est indescriptible. Notre ferme est devenue un modèle d'agriculture régénératrice et d'inclusion sociale. Nous employons désormais 15 personnes, principalement des seniors que le marché du travail conventionnel avait écartés, mais aussi quelques jeunes désireux d'apprendre des métiers traditionnels. Ensemble, nous démontrons qu'une autre approche de l'agriculture et du travail est possible, une approche où l'âge est considéré comme un atout plutôt qu'un handicap. L'ironie de ma situation n'échappe à personne ici. Ce qui devait être une insulte, être envoyé vivre avec les cochons à la ferme, s'est transformé en la plus belle aventure de ma vie. Je repense souvent à cette Marguerite d'avant, cette infirmière à la retraite, qui se sentait inutile et mise à l'écart, comme elle aurait été stupéfaite de voir ce que je suis devenue. Mon histoire n'est pas exceptionnelle dans son déclenchement. Combien de personnes âgées sont rejetées, considérées comme des fardeaux, écartées des décisions familiales importantes. Mais elle est peut-être singulière dans sa résolution. Peu ont la chance d'avoir les ressources, les rencontres et l'énergie nécessaires pour transformer un tel rejet en triomphe. C'est pourquoi je tenais à partager mon expérience avec vous, pour montrer que l'âge n'est pas une fin mais un nouveau chapitre, que les compétences acquises au fil d'une vie peuvent trouver des applications inattendues, que la dignité n'a pas de prix et ne doit jamais être sacrifiée sur l'autel des convenances familiales. Si vous vivez une situation similaire, si vous vous sentez rejeté, sous-estimé ou simplement incertain face à l'avenir, j'espère que mon histoire vous inspirera. Non pas pour acheter une ferme viticole, bien sûr, chacun doit trouver son propre chemin, mais pour oser envisager un avenir différent, pour transformer vos blessures en force, pour croire en votre capacité à recommencer, quel que soit votre âge.
Je reçois souvent des lettres de téléspectateurs qui me disent comment mon témoignage les a aidés à prendre des décisions difficiles, à quitter des situations toxiques, à se lancer dans des projets qui leur tenaient à cœur. Cette correspondance est pour moi la plus belle des récompenses. Et vous, quelle est votre histoire? Avez-vous déjà été confronté à un rejet qui s'est finalement révélé salvateur? Avez-vous transformé une insulte en opportunité? Avez-vous trouvé, comme moi, une seconde vie là où vous ne l'attendiez pas? Partagez votre expérience dans les commentaires. Chaque témoignage compte, chaque parcours peut inspirer quelqu'un d'autre. Si mon histoire vous a touché, je vous invite à vous abonner à la chaîne Souvenirs de grand-mère. Chaque semaine, nous partageons des témoignages authentiques comme le mien, des récits de résilience, de renaissance, de dignité retrouvée. Ce sont des histoires vraies de personnes ordinaires qui ont accompli l'extraordinaire, souvent tard dans leur vie, prouvant qu'il n'est jamais trop tard pour commencer, pour changer, pour s'épanouir. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé de nos prochaines publications. Nous proposons un nouveau témoignage chaque jour, soigneusement sélectionné pour son authenticité et sa puissance inspirante. Je vous encourage également à explorer les autres vidéos de notre chaîne. Vous y trouverez des récits sur la redécouverte amoureuse après 60 ans, sur la création d'entreprises à l'âge de la retraite, sur la réconciliation familiale après des années d'éloignement, des histoires qui résonnent avec la vôtre peut-être, ou qui ouvrent des perspectives que vous n'aviez pas envisagées. Laissez un j'aime à cette vidéo si elle a suscité une émotion en vous. Votre soutien nous aide à continuer notre mission, donner une voix aux aînés, montrer que la vieillesse n'est pas une déchéance, mais une évolution, une adaptation, parfois même un envol. Vous pouvez également nous aider en utilisant le bouton « Merci », cette fonction de don qui nous permet de couvrir les coûts de production et de continuer à partager ces histoires qui touchent tant de cœurs. Réaliser ces vidéos demande beaucoup de travail. Recherche des témoignages, déplacements pour les entretiens, montage soigné. Chaque contribution, même modeste, est précieuse et nous permet de poursuivre cette aventure humaine. Et surtout, commentez, partagez votre réaction, votre propre histoire, vos questions. Ces commentaires créent une communauté bienveillante où chacun peut se sentir écouté, compris, valorisé. Je prends personnellement le temps de lire vos messages et ils nourrissent ma réflexion, mon parcours qui continue de s'écrire chaque jour. En quittant Saint-Étienne-du-Mont ce jour-là, valise à la main et cœur meurtri, je n'aurais jamais imaginé que l'insulte de mon fils « va vivre avec les cochons à la ferme » deviendrait le catalyseur de ma plus grande joie. Comme le dit souvent Jean-Pierre, les cochons trouvent parfois des truffes. La vie peut nous surprendre de la plus merveilleuse des façons si nous avons le courage de laisser derrière nous ce qui nous blesse et d'avancer vers l'inconnu. Je termine ce témoignage avec une pensée pour Henri, mon défunt mari, qui serait fier, je crois, de voir ce que son assurance vie a permis de créer. Et pour vous tous qui m'avez accompagné dans ce récit, n'oubliez jamais que chaque fin peut être un début, que chaque blessure peut devenir une force, que chaque automne de la vie porte en lui les promesses d'un nouveau printemps. À bientôt sur Souvenirs de grand-mère, où nos mémoires deviennent des leçons de vie et d'espoir pour les générations futures.